C'est une note interne qui fait beaucoup réagir, une annonce typographique inattendue qui a été faite par Marco Rubio, secrétaire d'État des États-Unis. Il a demandé à son administration de renoncer à la police de caractère Calibri dans les documents officiels et de revenir à la police Times New Roman. Pour en parler avec nous, nous sommes avec Romuald Sciorra, chercheur associé à l'IRIS, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, cette note est nommée, je cite, Retour à la tradition Police Times New Roman, taille 14, requise pour tous les documents du ministère. Pourquoi cela fait-il tant réagir? Écoutez, tout d'abord, il faut, faire un petit peu de généalogie. Cette administration, qui a donc, pris le pouvoir le 20 janvier dernier, a pour, la politique intérieure, en ce qui concerne l'intérieur des États-Unis, 2 objectifs. Le premier, mettre en place une présidence autoritaire sur le modèle de la Hongrie de Viktor Orban et, Mmh. en parallèle, de mener une contre-révolution culturelle, une contre-révolution, woke, comme l'on dit. Mmh. Le grand architecte, plutôt la grande architecte de cette contre-révolution, est Suzy Wiles, qui est la secrétaire générale de la Maison-Blanche et qui a été le bras droit de Ron DeSantis, le fameux et sulfureux gouverneur de Mmh. Floride, qui a été le premier à commencer, débuter cette guerre anti-woke en Floride, loi anti-LGBT, université sous tutelle, etc. Et j'en passe. Bref, aujourd'hui, donc, nous sommes dans la continuation de cette contre-offensive anti-woke de cette administration ultra-conservatrice qui a débuté il y a déjà plusieurs mois avec justement les universités, mises sous tutelle par exemple à Columbia de différents départements, interdiction dans la plupart des universités privées subventionnées par l'État, mais aussi et surtout dans les universités d'État, d'enseigner, on en pense que l'on en veut, mais c'est quand même aux universités de décider, la Mmh. théorie critique de la race ou la théorie du genre. Tous les programmes de diversité ont été abolis et sont même devenus formellement interdits au sein de l'État fédéral et il est vivement encouragé de les oublier dans les médias ou les grandes compagnies américaines si elles veulent être bien vues de la Maison Blanche. Donc bref, aujourd'hui, lorsque Marco Rubio, qui est non pas un tenant de cette extrême droite ultra radical, mais qui est néanmoins un ultra conservateur proche de Ron DeSantis et proche, le gouverneur de Floride est proche de ces théories anti-woke, il est donc tout à fait normal de voir aujourd'hui le secrétaire d'État s'en prendre à l'écriture Colibri. Colibri, qu'est-ce que Colibri, pour que ce soit bien clair? C'est une typographie qui permet d'avoir des lettres un peu plus arrondies et surtout parfois un peu plus espacées, ce qui, pour les personnes qui ont des problèmes de vue, heu, ce qui rend la lecture un peu plus facile, mais aussi et surtout pour les personnes dyslexiques. Mmh. Bref, en tout cas, pour les personnes sans problème, tels que ceux que je viens d'énumérer, Colibri se lit évidemment sans souci. Il s'agit donc plutôt d'une mesure symbolique qui a pour objectif de mettre à bas un autre acte en faveur de la diversité qui avait été voulu par l'administration Biden. Donc c'est en fait ce que vous nous dites concrètement, c'est que c'est une nouvelle attaque contre les programmes de diversité et plus particulièrement contre, le bureau de la DEI, dont Marc Rubio d'ailleurs avait tweeté il y a environ un mois, où il a dit, «L'ère de la DEI, est révolue». Tout à fait. Ce à quoi nous venons d'assister avec cette attaque contre l'écriture Colibri, contre la typographie Colibri, est juste un nouvel épisode de cette guerre anti-woke menée Mmh. par l'administration Trump-Vance depuis le 20 janvier. Et une nouvelle attaque contre le Bureau de la diversité afin de rendre la chose suivante très claire. Même des petites choses comme une typographie sont dans notre collimateur. Nous lutterons jusqu'au bout, même si c'est un peu caricatural en ce qui concerne ce problème avec Calibri, contre la diversité qui est vue comme le grand Satan par Marco Rubio et l'ensemble de cette administration qui, ne l'oublions pas, réunit des membres de l'extrême droite américaine qui, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, sont enfin parvenus au pouvoir avec Trump le 20 janvier dernier.
Mais justement, ça fait presque sourire, on se dit: «Mais attendez, comment est-ce qu'en changeant une simple typographie, on veut, aller contre des décisions, en plus qui sont plutôt louables», hein? On le rappelle, cette police permet une meilleure lisibilité pour les personnes dyslexiques ou malvoyantes. Et on est quoi là? On est une guerre des idées? Montrer qui a le plus de pouvoir sur la moindre petite chose dans l'administration Trump comparée à celle de Biden? Exactement. Nous sommes ici dans un parfait exemple de cette guerre civile, car il faut parler d'une guerre civile culturelle qui se mène aujourd'hui aux États-Unis, et donc on s'en prend à la moindre petite chose. Mmh. Marco Rubio s'en est pris à l'écriture, la typographie Colibri, même si effectivement c'est quand même ridicule, et surtout que cette typographie ne pose aucun problème pour le grand public, pour le commun des Mmh. mortels, et qu'elle était effectivement plus lisible pour des personnes souffrant, de malvoyance, je vais y arriver, ou, d'autres symptômes. Bref, c'est juste pour montrer: nous avons le pouvoir, et jusqu'au bout, même en ce qui concerne les petits détails, nous nous attaquerons à la diversité, et nous mènerons cette guerre, jusqu'à son terme. Effectivement, hein, depuis, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump pour son second mandat, on ces 11 derniers mois, il a été, dans l'objectif d'éliminer les initiatives en matière de diversité, d'équité, d'inclusion. On l'a dit, hein, notamment avec, le bureau de la DEI. Alors, il y a quand même le, designer néerlandais, de cette police d'écriture, Colibri, Lucas de Groot, qui a réagi, hein, quand il a entendu cette annonce. Il a déclaré à la BBC que ce changement était à la fois triste et hilarant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? C'est à la fois triste et hilarant d'en arriver là? Oui, triste et hilarant, tellement, nous sommes dans la caricature. Mais néanmoins, je mettrai un bémol. Je suis américain, je vis aux États-Unis, et même si je comprends évidemment pourquoi ils trouvent cela hilarant, vu d'ici, croyez-moi, on rit peu. Mmh. Depuis, le 20 janvier, les minorités sont attaquées de toutes parts. La communauté LGBT, voit ses droits, réduits dans de très nombreux États, conservateurs. Les transgenres sont stigmatisés en permanence, Mmh. virés de l'armée, de certaines administrations. Il y a un projet à l'étude pour que les transgenres ne puissent plus du tout travailler pour l'État fédéral. Les minorités, raciales sont également, visées, et tout ce qui était jugé woke, est également, honni par cette administration et banni. Je ne parle même pas, des, milliers de livres, qui sont, Mmh. justement bannis des bibliothèques. Regardez l'écrivain Stephen King, qui est pourtant un écrivain grand public, qui a déclaré il y a quelques semaines, mais nous sommes encore en Amérique, il est l'écrivain le plus banni des bibliothèques de ce pays, dans les États ou les comtés conservateurs. On parle de Mmh. Stephen King, on ne parle pas d'un auteur politique sulfureux ou d'un radical de gauche. Donc effectivement, c'est amusant de voir à quel point, la bêtise, Mmh. peut, aller avec cette guerre contre Colibri, mais néanmoins cela fait peur. Car si on s'en prend à cela, jusqu'où ces gens qui, je le répète, en parallèle de cette guerre, culturelle, envoient la garde nationale tous azimuts et sont en train de mettre en place un régime semi-autoritaire aux États-Unis, jusqu'où pourront-ils aller, contre la diversité et contre, au-delà même de politique purement de diversité, mais de ce qui fait tout simplement le vivre ensemble Mmh. et le respect de l'autre. Donc en fait, ce que vous essayez de nous dire, c'est que cette aversion, qu'on peut ressentir, la version actuelle des républicains, du parti républicain, aux États-Unis pour les politiques d'inclusion, de diversité, d'inclusion, en fait, veut peut-être aussi, anéantir un pan entier de l'histoire américaine. Tout à fait, c'est pour ça que je ne trouve pas si hilarant ce qui se Mmh. passe concernant, Colibri, car nous sommes, je le répète, en plein milieu d'une guerre civile, mes mots sont pesés, d'une guerre civile culturelle aux États-Unis, qui n'est pas qu'une simple guerre contre la diversité ou l'inclusion, ce qui serait déjà, quelque chose d'importance, mais, fondamentalement dans un enjeu, nous sommes, face à un enjeu civilisationnel, une guerre civilisationnelle qui a pour objectif de revenir sur de très nombreux acquis culturels, mais aussi sociaux liés Mmh. au programme de diversité et d'inclusion, qui ont pu voir le jour depuis justement les grands mouvements sociaux, et des années 60 et de la présidence de Lyndon Johnson. Nous sommes en train d'assister à un retour en arrière
effroyable, duquel il sera difficile, de, revenir, à nouveau. Par exemple, quand nous en prenons à, l'écriture colibri, c'est-à-dire que, l'État s'insère, cette fois-ci, dans, les plus petits détails de notre vie quotidienne, car on Mmh. parle de documents écrits qui, une fois encore, imaginons que certaines personnes, soient allergiques, à certains programmes culturels qu'ils jugeraient trop woke. Cela peut très éventuellement se discuter si, par exemple, ils trouvent que ce genre de show devrait être plutôt dans tel théâtre ou tel autre théâtre. Je suis opposé à ce genre de choses, mais il y a parfois des discussions qui sont possibles. Mais lorsqu'il s'agit de quelque chose comme l'écriture, la typographie, calibri, qui ne nuit en rien à la Mmh. lecture des documents par tout à chacun, mais qui aide certaines personnes souffrant de handicap, c'est véritablement une intrusion dans notre quotidien, mais aussi volontairement un rejet ultra violent de l'autre, comme on n'en a pas vu en Occident depuis les années 30 du XXe siècle. C'est quand même très très grave. Et vous parliez tout à l'heure de réécriture de l'histoire. Au-delà de tout cela, effectivement, nous sommes en train de voir une réécriture de nos acquis culturels, socioculturels, sociétaux et sociaux depuis une soixantaine d'années. Mais tout cela fait partie d'un programme beaucoup plus vaste. Cette contre-révolution culturelle porte bien son nom, car l'objectif est aussi, à l'occasion des 250e Mmh. du 250e anniversaire des États-Unis que nous fêterons le 4 juillet prochain en grande pompe ici, de donner, d'offrir, d'imposer, je dirais plutôt, une autre représentation de l'histoire américaine. Regardez combien les musées nationaux sont, enfin subventionnés du Smithsonian à Washington, Mmh. sont attaqués également de toutes parts. Aujourd'hui, pour ce qui est du musée de l'esclavage, il a été imposé, ordonné de retirer une grande photo d'une femme âgée, qui montrait son dos et les cicatrices, Oui. suivies qui ont suivi, des coups de fouet, innombrables. Cette photo était emblématique de l'esclavage et se trouvait à l'entrée du musée. Elle a été retirée, de par la volonté présidentielle et Trump, verbatim, a dit: «Il y en a marre de tous ces musées qui nous font croire que tout était horrible dans l'esclavage». Tout est dit dans cette phrase, comme s'il y avait quelque chose à récupérer dans, l'esclavage ou qui n'ait pas été horrible. Aujourd'hui, il est interdit, mais interdit, de parler de génocide concernant, les Amérindiens, Mmh. les autochtones. Alors que, parfois, on parle de génocide et certaines personnes discutent du bien-fondé de ce mot, alors que là, en ce qui concerne le génocide amérindien, toute la communauté des historiens, internationale, se sont tous entendus pour bien parler d'un génocide. Maintenant, nous ne devons plus parler de génocide amérindien. Nous voyons, des, bases américaines soit à nouveau doté, de soldats du nom, d'officiers confédérés, de l'armée sudiste, Mmh. alors que, ils avaient été débaptisés il y a encore quelques années. Des avenues reprennent, le nom, de, leaders, également confédérés. Bref, nous assistons également, en parallèle de tout cela, à une réécriture, de l'histoire américaine. Donc ce qui peut sembler un petit détail, ce qui peut sembler anecdotique et qui effectivement peut faire sourire, et néanmoins, l'histoire Colibri est néanmoins révélatrice, cette histoire, de ce qui est en train de se passer aussi ici aux États-Unis et donc très, très inquiétant pour nous autres Américains. Alors vous avez quand même un discours qui est très alarmiste, hein, qu'on entend, qu'on comprend. Quels sont les dangers justement pour les acquis, pour les droits civiques et la liberté, aux États-Unis? Parce que quand on vous entend, on peut parler de danger, concrètement. Bah, écoutez, il faudra avoir du caca dans les yeux, pour ne pas voir le danger dans lequel nous sommes aujourd'hui aux États-Unis. Vous aurez toujours des imbéciles qui vous diront: mais non, ça va passer après Trump». Trump n'est qu'un symptôme, de, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, cette vague de la droite ultra-radicale qui monte depuis une vingtaine d'années. Mmh. Les, parenthèses ont été Obama-Biden et non, Trump, 1. Donc effectivement, aujourd'hui, écoutez, une
fois encore, ceux qui vous diront le contraire sont ceux qui, en 2016, vous diraient que Trump ne serait jamais élu. Ceux qui, en 2021, après l'attaque contre le Congrès, quand même le seul coup d'État sérieux de l'histoire des États-Unis, vous disiez cet homme va terminer ses jours en prison et qui, il y a un peu plus d'un an, vous dites jamais, jamais il ne sera réélu. Bref, voyons les choses telles qu'elles sont. Depuis le 20 janvier, les contre-pouvoirs sont attaqués en permanence. Prérogatives du Congrès rognées au profit de la Maison-Blanche. Attaques sur le judiciaire qui, en grande partie, passent entre les mains du bureau ovale. Attaques contre les universités. Déploiement de la garde nationale. Le Congrès qui a légiféré en juin, c'est historique, sur le fait qu'aucun juge fédéral ne peut aujourd'hui s'opposer au niveau national au président des États-Unis, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Donc effectivement, il y a de quoi s'inquiéter. Avant que Trump revienne au pouvoir, je disais d'ici 2 ans, les États-Unis ressembleront plus à la Hongrie de Viktor Orban qu'à l'Amérique d'Obama ou de Kennedy. En avril, je disais chez certains de vos confrères, c'est ce soir pour pas les nommer, je m'étais trompé la dernière fois que j'étais sur votre plateau, ça aura pris 2 mois. Et en septembre, toujours sur le même plateau, je disais nous avons dépassé la Hongrie de Viktor Orban. Donc oui, il y a de quoi s'inquiéter. Évidemment, il y a de quoi donc se révolter. Donc je dirais que, Mmh. même si je suis, non pas alarmiste, mais plutôt, alarmant, il y a des moyens de résister et j'espère que les Américains sauront résister à tout cela, même si je ne suis pas très optimiste. Bien, merci beaucoup Romuald Skora de nous avoir, éclairés Merci à vous. sur, cette, note interne qui, a fait beaucoup réagir. Donc on le rappelle, une annonce, typographique qui a été faite par Marco Rubio, secrétaire, d'État des États-Unis, qui a demandé à son administration de renoncer à la police de caractère calibrée dans les documents officiels et de revenir à la police Times New Roman. Vous l'avez dit, comme ça, une annonce qui peut, sembler, un peu futile, qui peut prêter à sourire, mais qui finalement, dit beaucoup de choses sur la volonté de l'administration, Trump, d'anéantir les programmes de diversité, d'équité et d'inclusion. Merci encore pour votre, expertise. L'information continue sur BFM2.